Quelle est la fonction des systèmes d'exploitation et en quoi sont-ils essentiels? Ces termes, souvent associés aux experts en informatique, dirigent en fait nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, je vous invite à explorer l'histoire captivante de cette technologie en constante métamorphose. Cette vidéo va être décomposée en 5 parties. Une première introduction, nous allons revoir la définition et un petit peu comment se répartissent les systèmes d'exploitation dans le marché actuel. Puis nous verrons toute l'histoire des systèmes d'exploitation depuis les débuts jusqu'au monde du mobile et tout ce qui est beaucoup plus moderne en passant notamment par la naissance de l'interface graphique. Et enfin, nous ferons une petite conclusion sur un schéma représentant tous les systèmes d'exploitation et leur évolution dans le temps. Alors, qu'est-ce que le système d'exploitation, me direz-vous? C'est tout simplement la partie qui va faire le lien entre le matériel, c'est-à-dire votre ordinateur avec sa carte graphique, sa mémoire, son processeur, et toutes les applications que vous allez utiliser, donc que ce soit votre traitement de texte, d'image, votre navigateur internet et même tout simplement l'interface graphique que vous utilisez, que ce soit Windows ou Mac. Tout ce que vous voyez, c'est une application qui va passer par le système d'exploitation pour aller communiquer avec le matériel. Si l'on regarde les parts de marché, on peut voir que le grand gagnant est toujours Windows avec plus de 3/4 des parts de marché, suivi par macOS qui n'arrête pas de croître d'année en année, on le voit, et qui atteint maintenant quand même 18%. Et derrière cela, on va avoir Linux, Chrome OS et d'autres systèmes d'exploitation que l'on pourra voir dans cette vidéo tels que Unix. Pour ce qui est des smartphones, c'est pas un secret, il y a deux challengers, Android avec 71% du marché, suivi de iOS avec presque 28%. Et après, il y a d'autres systèmes d'exploitation moins connus, alors que ce soit Windows Phone qui était là pendant une certaine période, ou des choses plutôt créées par la communauté libre qui prennent presque 1% de part de marché. Et si l'on revient sur une présentation très rapide des trois principaux systèmes d'exploitation connus, on a Windows avec actuellement la version Windows 11, macOS avec Sonoma, la version 14, et pour Linux, il y a énormément de distributions différentes, mais la plus connue, la plus grand public, c'est Ubuntu. Nous allons maintenant passer à l'histoire des systèmes d'exploitation et poursuivre un petit peu l'évolution des trois grands acteurs. Nous pouvons retrouver sur la gauche Microsoft, Apple et un petit peu la communauté open source incluant Unix et Linux. Et de temps en temps, vous verrez même une quatrième ligne apparaître pour tout ce qui est un petit peu en dehors de ces trois grands groupes. Notre histoire commence en 1969 avec Ken Thompson à gauche, qui est notamment connu pour être l'inventeur du langage de programmation B, et Tony Ritchie sur la droite, qui tous les deux font partie du laboratoire BELT, appartenant à la société de télécommunications américaine AT&T, un peu l'équivalent du France Télécom en France, et qui décident ensemble de développer un nouveau système d'exploitation appelé Unix. Le principe de base est simple, chaque tâche est prise en charge par un unique programme qui ne fait qu'une unique chose, mais qui le fait bien. En 1971, Tony Ritchie invente le langage de programmation C, qui aujourd'hui encore est l'un des langages les plus utilisés dans la programmation de logiciels, et d'ailleurs qui est même une base pour les langages de programmation plus modernes qui eux-mêmes sont développés en C. En 1973, une entreprise spécialisée dans la photocopie de documents appelée Xerox lance Xerox Alto, un ordinateur pionnier conçu dans son laboratoire de recherche appelé le Parc. Bien que l'Alto n'ait jamais été commercialisé pour le grand public, il est considéré comme l'un des premiers ordinateurs personnels et a introduit des innovations majeures telles que l'interface graphique, avec un écran orienté en mode portrait et une souris inspirée des prototypes de Douglas Engelbart, l'Alto a posé les bases de l'informatique moderne. En 1975, beaucoup de choses se passent, notamment initiées par la sortie de l'Altair 8800, le premier micro-ordinateur vendu aux particuliers et produit par MITS,
Micro-instrumentation and Telemetry System. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le micro-ordinateur est très loin de ce qu'on a l'habitude de nos jours, puisque la saisie se faisait par des interrupteurs et l'affichage se faisait par des LED, ce qui permettait de programmer certains éléments et de récupérer des résultats, mais cela est très loin de nos actuels claviers, souris et écrans qui nous permettent de commander nos ordinateurs. Cette sortie va inspirer deux personnes, Bill Gates et Paul Allen, qui ensemble créent pour l'Altair 8800 le BASIC, un langage de programmation de haut niveau avec une facilité d'utilisation. C'est le premier langage de programmation fonctionnant sur les micro-ordinateurs commerciaux et pour sa commercialisation, ils fondent la société Microsoft. À noter qu'ils ont quitté la fac d'Harvard pour lancer l'entreprise, jugeant très certainement qu'ils n'avaient plus besoin d'un diplôme pour réussir. Sur la même année, Steve Jobs, de son vrai nom Stephen Paul Jobs, et Steve Wozniak ont créé l'Apple I, le premier ordinateur amateur constitué d'une unique carte assemblée comprenant des composants électroniques. Pour en faire un ordinateur fonctionnel, il lui fallait encore une alimentation, un clavier et un moniteur, mais ces deux dernières permettaient à l'Apple I de se distinguer de ses concurrents tels que l'Altair 8800 qui, eux, fonctionnent avec des interrupteurs à LED. L'année suivante, ils décidèrent de créer l'entreprise Apple pour pouvoir commercialiser l'Apple I, pendant que, de son côté, Microsoft développe des logiciels avec le BASIC afin de faire adopter celui-ci par les constructeurs et de développer leurs activités de ce domaine. En 1977, Bill Joy, un étudiant de l'université de Californie Berkeley, développe sa propre distribution d'Unix appelée BSD Unix. BSD pour Berkeley Software Distribution. Sur la même année, Apple crée l'Apple II, qui est le premier ordinateur personnel au monde fabriqué à grande échelle. Son principal constructeur est Steve Wozniak et il a été vendu jusqu'en 1997, soit 20 ans, avec une production jusqu'en 1988. En 1978, Apple et Microsoft signent un contrat pour pouvoir intégrer le BASIC de l'Apple II. Cela permet à Apple de combler les lacunes du langage initial et à Microsoft de pouvoir déployer son langage de programmation et les différents logiciels qu'il développe. À savoir que cette alliance a permis de booster les ventes des deux entreprises, ce qui a créé les géants que l'on a aujourd'hui. Suite à une visite de Steve Jobs et d'une équipe d'ingénieurs Apple au parc de Xerox, Jobs veut intégrer le principe de l'interface graphique aux futurs produits de l'entreprise. Suite au refus de Xerox pour cette alliance, ce dernier ne se rendant pas compte du potentiel de la technologie, il laisse Apple créer sa propre interface en engageant même les ingénieurs qui avaient déjà développé l'interface de Xerox. Suite à cela, Apple prit bien soin de protéger en brevetant la technologie d'interface graphique, ce qui explique pourquoi de nos jours nous lions l'interface graphique et son développement à l'entreprise Apple. L'année suivante, Apple rentra en bourse, pendant que de son côté, Microsoft développe une distribution d'Unix appelée Xenix, qu'il revendra quelques années plus tard. En 1981, Microsoft signe un contrat avec IBM, le géant de l'informatique de l'époque, pour le nouveau système d'exploitation MS-DOS, pour Microsoft Disk Operating System. IBM, pensant que personne ne pourrait copier leurs ordinateurs, ils ont laissé à Microsoft dans le contrat le droit de revendre son système à d'autres entreprises, permettant à ce dernier de se développer. L'année suivante, Bill Jobs, souvenez-vous, c'est l'inventeur de BSD Unix, il fonde sa propre société appelée Sun Microsystems pour commercialiser Sun Host, un dérivé du système d'exploitation qu'il créa de son université. Pendant ce temps, AT&T commence à commercialiser Unix sous le nom de Unix System 3. Puis l'année suivante, le nom change en Unix System 5. De son côté, Apple lance son nouvel ordinateur personnel, Lisa, pour Local Integrated Software Architecture, plus destiné aux professionnels.
À savoir que Lisa est aussi le nom de la fille de Jobs née en 1978. C'est le premier ordinateur possédant une souris et un clavier couplés à une interface graphique. Steve Jobs recrute John Sculley, le PDG de Pepsi Cola, en lui disant cette phrase célèbre: Vous comptez vendre de l'eau sucrée toute votre vie, ou vous voulez changer le monde avec moi? De son côté, Microsoft sentant le vent tourner avec l'interface graphique et se sentant de plus en plus méprisé par Apple qui le place au second plan alors que c'est le BASIC qui fait tourner l'Apple II, Microsoft lance le développement de son propre système d'exploitation. En 1984, Apple lance son second ordinateur personnel, le Macintosh, plus destiné à une utilisation personnelle. Pour cela, Apple lance une campagne publicitaire présentant le Macintosh comme un libérateur du monde conformiste et du Big Brother IBM. De son côté, Richard Matthew Stallman développe le projet GNU. Le principe est de faire des logiciels libres utilisables dans des projets tiers et dont la finalité est de former un système d'exploitation complet. GNU pour GNU is not Unix. En 1985, Microsoft lance ses logiciels Word pour le traitement de texte et Excel pour le traitement de tableaux, qui vont rapidement devenir des incontournables des logiciels. Du fait de la forte implémentation des logiciels Microsoft dans les produits Apple, Word et Excel sont sortis en premier sur les Macintosh, aidant à son développement. Toujours en 1985 est arrivé un tour de force à relever. En effet, le contrat entre Microsoft et Apple sur l'utilisation du BASIC de l'Apple II est arrivé à sa fin et Apple est obligé de renégocier. Microsoft demande alors une somme astronomique car il ne voulait plus aider au développement d'Apple qui les délaissait de plus en plus. L'Apple II étant toujours la plus grosse source de revenus de l'entreprise, on se souvient qu'il le produit jusqu'en 88 et qu'il vend même jusqu'en 97, Apple se sent piégé et signe contrat mal pris. C'est une aubaine pour Microsoft qui ne s'attendait pas à cette forte rentrée d'argent, ce qui leur a permis de développer leurs activités à l'international. Toujours sur la même année, Microsoft lance son système d'exploitation Windows qui va très vite être adopté par tous les constructeurs d'ordinateurs. Le nom vient du fait qu'à l'époque, les utilisateurs parlaient de fenêtres devant les interfaces graphiques. Côté Apple, suite à l'échec du Macintosh et du Lisa et au fait que de plus en plus d'employés d'Apple craignaient Steve Jobs qui se comportait comme un dictateur, celui-ci est viré. Suite à cela, Steve Jobs crée une nouvelle entreprise appelée Next sur ses fonds propres. 2 ans plus tard, Next développe sa propre distribution basée sur BSD Unix appelée Nextstep. Pour quelqu'un qui défend les systèmes fermés, c'est assez ironique. De la même année, un prof d'université, Andrew Tannenbaum, développe une copie d'Unix appelée Minix afin de pouvoir s'en servir comme support de cours, AT&T interdisant l'utilisation de son système dans un cadre pédagogique. En 1991, Sun Microsystems abandonne son système Sun OS et se met à développer une nouvelle distribution basée sur Unix System 5 et appelée Solaris. Aujourd'hui, Solaris appartient à l'entreprise Oracle qui est leader sur le marché des serveurs. Il est payant pour une utilisation commerciale mais a un clone gratuit développé par OpenIndiana. Dans la même année, Linus Torvalds lance sur Usenet le projet Linux, un clone du système d'exploitation Minix. Linus écrit un jour: un noyau isolé ne vous mènera nulle part. C'est une erreur de frappe dans le nom du dossier sur le serveur qui a donné le nom de Linux en lieu et place de Linus. Initialement, le projet ne permettait pas de faire grand-chose, même s'il avait déjà un compilateur et l'utilitaire bash permettant d'exécuter des lignes de commande. Torvalds et Stallman ont fusionné leur projet pour créer GNU Linux. Linus développait le cœur du système d'exploitation, son noyau, et Richard les programmes de base. En 1992, lancement de la version MCC Intérim pour Manchester Computing Center, permettant une installation simplifiée et contenant quelques utilitaires incontournables. Il était très facile à paramétrer mais ne contenait pas encore d'environnement graphique. Suivi très rapidement par le lancement de la version SLS pour Soft Landing Linux System par Peter MacDonald.
Plus complète que MCC et intégrant l'interface graphique X-Windows, il facilite l'installation sur différents types d'appareils. Elle intègre beaucoup de logiciels tierces non libres et un système de gestion de paquets. En 1993 commence le développement de FreeBSD, un dérivé de BSD Unix totalement libre. Il est devenu un standard grâce à une compatibilité avec des programmes Linux et des pilotes Windows NT. Sa mascotte est BSD, car BSD se dit BSD en anglais, et c'est un démon par rapport au jeu de mots de Daemon pour Disk and Execution Monitor. Et enfin, il porte des baskets car c'est un Californien. Côté Linux, lancement de la version Slackware par Patrick Volkerting. Basée sur SLS, elle corrige beaucoup de problèmes et est la version la plus proche d'Unix. Pendant ce temps, Bob Young créa ACC, une entreprise revendant des logiciels de distribution Linux. Côté Apple, il y a le lancement du Newton, un assistant personnel numérique avec interface graphique, se contrôlant avec un stylet. En 1994, Ian Murdoch développe une nouvelle distribution nommée Debian Linux Release, en repartant de zéro car il était frustré de SLS. Murdoch déclara que Debian devait fournir une distribution de première classe non motivée par des profits ou des revenus. Murdoch s'appuie sur la communauté pour le développement de Debian avec le même principe que le noyau de Linux et l'esprit GNU. Il crée les principes du contrat social Debian et des procédures de travail afin de normaliser la programmation et de rendre les paquets compatibles. La Free Software Foundation a récompensé et sponsorisé Debian, aidant à sa progression. Les paquets ont adopté le format d'archives standard d'Unix, Arantar, pour être plus ouverts. De son côté, Mark Ewing a créé l'entreprise Red Hat pour commercialiser une distribution Linux. Initialement, il voulait partir de Debian, mais, faute d'accord, il dut faire autrement. Aujourd'hui, Red Hat est devenu la base de beaucoup de distributions commerciales. Cette année-là, le qualificatif de distribution apparaît pour désigner un système d'exploitation complet, personnalisé et composé de paquets. Le côté open source des projets font varier beaucoup sa définition en fonction des contenus qu'ils délivrent. La base du noyau Linux et du projet GNU permet un échange important entre les distributions, de même que la base pour les distributions Unix. L'année d'après, Debian avait déjà acquis une communauté de 200 développeurs et Red Hat avait été racheté par ACC. Pendant ce temps-là, Microsoft a continué à développer son système d'exploitation Windows et ses différents logiciels et services, et en 1995, il sort Windows 95 qui est le premier Windows qui détrône les Mac. En 1996, Apple va de plus en plus mal. L'Apple II qui était sa plus grande source de revenus ne rapporte aujourd'hui plus rien, et Apple n'a réussi à commercialiser aucun nouveau produit. Ainsi, en 1996, Apple rachète Next, rendant sa place à Steve Jobs à la tête de l'entreprise. L'année d'après, Steve Jobs devient président directeur général par intérim. Cela lui vaut le surnom de IPDG de l'entreprise, se disant iPDG en anglais, ce i inspirant les futurs produits tels que l'iPod, iPhone, iPad et autres. Avec le redressement inspiré par Steve Jobs, Apple lance une campagne de publicité Think Different, vantant les produits de la marque comme étant parfaits et à destination de personnes différentes, le but étant de donner l'impression aux consommateurs qu'ils sont particuliers. En 1998, Apple lance l'iMac, coupant par son design avec les boîtiers habituels des concurrents. Pour l'équipement, Apple a adapté NeXTSTEP pour créer macOS X. Ainsi, aujourd'hui le système d'exploitation d'Apple est basé sur un système open source et l'entreprise récupère des codes ouverts pour les introduire dans son système fermé. Chez Microsoft, le développement de Windows se poursuit avec le lancement de Windows 98. En 1999, Red Hat rentre en bourse et gagne 84 millions de dollars de revenus en une journée. L'année suivante, en 2000, Bill Gates cède sa place à Steve Ballmer à la tête de Microsoft. Pendant ce temps, des passionnés créent des machines virtuelles fonctionnant sous de vieilles distributions Linux, ce qui n'est pas si simple car les systèmes de l'époque n'étaient pas conçus pour fonctionner avec nos équipements modernes. On poursuit avec la sortie de Windows XP en 2001, qui a été pendant longtemps un système d'exploitation adoré par les utilisateurs, survivant même plusieurs années après la fin de la prise en charge des mises à jour de sécurité.
Pendant ce temps, Apple sort l'iPod et lance iTunes. Le principe est de remplacer les lecteurs CD en passant par une plateforme de téléchargement permettant de charger de l'iPod des milliers de musiques. L'idée est venue à l'esprit de Steve Jobs en voyant sa fille Lisa se balader avec un lecteur CD et la pochette de CD. Apple a dépassé ses prévisions en faisant son chiffre d'affaires annuel en une seule journée. C'est ainsi que l'entreprise a récupéré le marché des magasins de disques, ces derniers n'ayant pas vu le risque que l'introduction de ce nouveau concept pouvait apporter à leur marché de la musique physique. En 2003, une start-up du nom d'Android développe un système d'exploitation mobile intelligent permettant aux utilisateurs d'interagir avec leur environnement et, dans la base, est Linux. En 2004, un ancien développeur de Debian du nom de Mark Shuttleworth crée son entreprise Canonical et lance une nouvelle distribution du nom d'Ubuntu afin de créer un système Linux plus facile d'accès pour les novices. Pour cela, il adopte l'interface graphique GNOME. Le principe de développement est d'avoir une nouvelle distribution tous les 6 mois, dont une distribution sur 4 est prise en charge sur 5 ans, LTS pour Long Term Support, afin que les entreprises n'aient pas besoin de mettre à jour leur système 2 fois par an. En 2005, Google rachète la startup Android, mais n'y investit pas de moyens particuliers, ne se rendant pas forcément compte du potentiel de la technologie. Toujours de la voie du Think Different, Apple lance une nouvelle gamme de PC portables appelée MacBook. La même année, il développe un logiciel permettant d'installer un deuxième système d'exploitation Windows ou Linux en parallèle à macOS X sans compromettre ce dernier. Cette année-là, Ubuntu sort sa première version LTS et, en parallèle, le projet PCBSD sort permettant une facilité d'installation et d'utilisation de FreeBSD. En 2007, Microsoft sort Windows Vista qui n'aura pas particulièrement de succès. Au contraire, Apple sort un nouveau produit révolutionnaire, l'iPhone qui est le premier téléphone portable intelligent tournant sur le système d'exploitation iOS. Côté open source, il y a la création de l'OAH, Open Handset Alliance, par 35 entreprises évoluant dans l'univers du mobile, dont Google, afin de développer un système d'exploitation open source pour mobile capable de rivaliser avec l'iPhone. C'est tout naturellement vers Android que ces derniers se tournent puisque Google possédant l'entreprise et cette dernière ayant déjà travaillé sur l'élaboration d'une telle technologie, elle est la plus à même de pouvoir répondre au plus vite à la problématique. Ubuntu continue de grandir et atteint une communauté de 8 millions d'utilisateurs en 2008. La Gendarmerie nationale française adopte Ubuntu pour ses postes informatiques, le but étant de faire des économies en n'achetant plus Windows après la fin de la distribution de Windows XP. Leur version s'appelle Genbuntu et équipe environ 90% des PC de la gendarmerie. À savoir que Ubuntu équipe aussi les serveurs de Wikipédia. Toujours en 2008, Bill Gates quitte toutes les fonctions opérationnelles au sein de Microsoft pour se concentrer sur les œuvres caritatives et la Fondation Gates qu'il a créée en 2000. En 2009, Microsoft sort Windows 7 pour attraper les problèmes rencontrés par Windows Vista. Comme Windows XP, il a été un système d'exploitation très populaire qui a survécu bien des années après sa commercialisation. Du côté de la pomme, Apple sort un nouveau produit du nom d'iPad, une tablette tactile tournant sous le même système d'exploitation que les iPhones. Ubuntu se développe toujours avec une augmentation de 50% du nombre d'utilisateurs en 2 ans pour atteindre les 12 millions, permettant véritablement de donner accès à plus de monde aux distributions Linux. Du côté de Microsoft, il y a le lancement de la nouvelle gamme de téléphones, le Windows Phone. Elle se différencie d'Android et iOS par une interface de tuiles dynamiques et sa propre boutique d'applications. Et pour les points divers, Palmer Luckett, alors âgé de 18 ans, crée le premier prototype de casque VR Oculus Rift, offrant un champ de vision de 90 degrés. Il lèvera 2,4 millions de dollars en 2012 sur Kickstarter pour poursuivre ses avancées. En 2011, Ubuntu adopte une nouvelle interface graphique appelée Unity, dont le principe est d'être une interface multi-support compatible avec les téléphones et les tablettes. Il vient remplacer le gestionnaire de bureau GNOME très populaire, créant des désaccords et une fuite d'une partie des utilisateurs. En même temps, Tim Cook prend la place de Steve Jobs à la tête d'Apple.
Steve meurt le 5 octobre 2011 des suites de ses complications engendrées par la récidive de son cancer. En 2012, Microsoft sort son premier appareil en créant un nouveau concept de 2 en 1 avec sa Surface qui a la particularité d'être à la fois un PC portable et une tablette. Même si Apple se moquait de cela en le dérivant de mélange entre un réfrigérateur et un grille-pain et que le système d'exploitation Windows RT était un peu trop limité, aujourd'hui la gamme Surface est leader de ce marché. À ses débuts, elle reprenait le principe de tuile dynamique du Windows Phone. Du côté d'Ubuntu, il y a le lancement du téléphone Ubuntu Touch, le but étant d'avoir une alternative à Android, iOS et Windows Phone avec l'interface Unity similaire à celle de la version PC. L'année suivante, Mark Shuttleworth lance une distribution d'Ubuntu avec l'interface graphique GNOME pour permettre aux utilisateurs déçus de Unity de retrouver le système qu'ils aimaient et de permettre de soutenir le projet GNOME. En 2014, Satya Nadella prend la place de Steve Ballmer à la tête de Microsoft et poursuit la stratégie d'évolution de l'entreprise qu'il avait déjà commencé dans le comité de direction. Du côté de Linux, une faille dans le principe de système de distribution est remarquée lorsque l'environnement de bureau GNOME 3.12 ne trouve aucune distribution alors que cette dernière version corrige beaucoup de bugs et améliore la facilité d'utilisation pour les débutants. En effet, Ubuntu avait déjà lancé sa dernière version avec GNOME 3.10 et Fedora ne sortirait sa prochaine distribution que 9 mois plus tard. Du côté de la VR, Facebook rachète Oculus pour 2 milliards dans l'optique de développer la technologie. L'année suivante, Microsoft sort son nouveau système d'exploitation, Windows 10, dont le but est d'avoir un noyau commun entre tous les supports, PC, tablette, téléphone, Xbox, voiture et objets connectés, pour permettre une facilité d'utilisation pour ses clients et de programmation pour les développeurs. Microsoft reprend le concept de Canonical de faire une mise à jour tous les 6 mois et une très grande mise à jour tous les 2 ans. Mais les changements de version se font automatiquement contrairement à Ubuntu. En parallèle, il présente l'HoloLens, un casque de réalité augmentée ou mixte voulant superposer du virtuel sur le monde réel. Il sera commercialisé 2 ans plus tard. Toujours la même année, Microsoft et Canonical s'unissent pour développer WSL, Windows Subsystem for Linux, afin de permettre d'exécuter des applications Linux directement sur Windows. L'objectif est d'unifier les commandes pour les administrateurs système sans passer par une machine virtuelle. Ce projet permet de mettre en avant les capacités de Linux et de faciliter la transition d'utilisateurs d'un système d'exploitation vers un autre. En 2016, Microsoft sort sa nouvelle gamme d'appareils appelée Surface Studio en même temps que sa mise à jour Windows 10 Creator, mettant l'accent sur la 3D et le côté tactile des équipements. En même temps, la première version d'Oculus Rift est commercialisée à prix abordable, rendant accessible la technologie à tout le monde. Facebook a de grandes ambitions pour la réalité virtuelle. Du fait de l'échec du projet Ubuntu Touch et pour réparer la fragmentation que cela a créée dans la communauté, Ubuntu finit par abandonner l'interface Unity et refusionne avec son dérivé Ubuntu GNU. Apple, lui, lance l'iPhone X, le premier téléphone sans bouton principal, repensant le contrôle de ce dernier avec les gestes. A l'inverse, Microsoft abandonne le Windows Phone, abandonnant totalement le marché où il n'arrive pas à s'implanter et annonçant une révolution technologique future. À noter que cette révolution, plusieurs années après, on l'attend toujours. C'est ici que ma présentation initiale se terminait, du coup je l'ai complétée avec quelques points rapides. Malgré la promesse du dernier système d'exploitation, Microsoft sort une nouvelle version baptisée Windows 11 en 2021 et annonce déjà Windows 12. Ce système promet, en plus de l'intégration de Windows Subsystem for Linux, Windows Subsystem for Android permettant de faire tourner nativement les applications Android sur nos ordinateurs. Si la technologie semble marcher, elle a mis du temps à arriver en France et a un catalogue extrêmement limité voire inutile, et a même fini récemment par être abandonnée. Alors que Cortana devait être le futur, elle n'a eu de cesse d'être bridée encore plus en France où l'on n'a jamais eu de portage sur Android alors qu'elle tournait aux États-Unis, sur Windows 10 et même sur Windows Phone. Progressivement, elle a même disparu avec de moins en moins de fonctionnalités. En 2023, avec le buzz ChatGPT,
l'entreprise a annoncé son successeur Windows Copilot. J'avoue ne pas comprendre la logique de mettre la marque Windows de ce nom alors que le reste tend à pousser vers Microsoft, Windows Store devenu le Microsoft Store, Office 365 devenu Microsoft 365, ou alors vers Bing, le moteur de recherche maison. Du côté de la marque à la pomme, ces derniers ont sorti en 2020 une nouvelle gamme de Mac avec des processeurs maison Apple M1. Rapidement suivis par les Apple M2 et Apple M3, ces nouveaux processeurs offrent plus de puissance tout en ayant une consommation énergétique très faible, permettant de donner à ces appareils portables une autonomie pouvant aller jusqu'à 22 heures. J'avoue avoir moi-même fait l'acquisition d'un MacBook Air M1 pour pouvoir justement profiter de cette autonomie sans avoir besoin d'être connecté continuellement au secteur pour pouvoir profiter de vidéos, de navigation sur Internet ou autre. À noter aussi que en 2023, Apple a annoncé un casque de réalité virtuelle comme l'ordinateur du futur, permettant à la marque d'entrer dans ce marché. Bien que cela ait fait un buzz initialement, le manque d'applications et d'utilité couplé au très fort coût de la technologie fait que cela n'a pas décollé. Google aussi décide en 2021 avec la sortie du Pixel 6 de sortir son premier processeur maison, le Google Tensor, optimisé pour l'intelligence artificielle. L'optique pour Google est de pouvoir avoir des processeurs personnels qui ne seront intégrés que à ses propres téléphones et qui seront totalement optimisés pour intégrer toutes les différentes technologies que l'entreprise souhaite mettre dans nos appareils. Enfin, dernière nouveauté très récente puisque l'on n'arrête pas le progrès, Microsoft se met aussi à la fabrication de ses propres processeurs pour la gamme Surface afin là aussi de pouvoir diminuer la consommation énergétique, augmenter l'autonomie de ses appareils et en même temps pouvoir optimiser ses composants pour l'intégration de Copilot directement à Windows, ce qui permettra d'avoir une puissance de calcul et d'action beaucoup plus importante. Voilà, pour conclure, je vous propose cette fresque chronologique où l'on peut voir un petit peu l'évolution des différents systèmes d'exploitation les uns par rapport aux autres. On peut voir notamment que la base quand même c'était Unix avec les licences AT&T qui ont donné par la suite tout ce qui va être le BSD Unix et de l'autre côté le GNU Linux avec les différentes dérivés, que ce soit propriétaire en bleu ou plutôt GNU GPL ou licence libre en vert. On peut voir du coup que sur la gauche, on avait Mac OS qui était totalement indépendant, mais ensuite, avec le licenciement de Steve Jobs qui a créé Nextstep, il est parti de BSD Unix, ce qui fait que Mac OS X, iOS et tous les dérivés sont des dérivés de Unix par cette connexion-là. C'est assez intéressant. De l'autre côté, à l'inverse, on voit que Microsoft, avec Windows, a toujours été très indépendant. On peut le voir, il y a plus récemment quelques connexions qui ont été faites avec Windows Subsystem for Linux, une connexion liée à Ubuntu. Ils ont essayé aussi avec Android, ça a fini par être abandonné, mais c'est des connexions, c'est pas des dérivés, ce qui fait que cette base-là est totalement indépendante et je trouve ça assez intéressant. Je trouve cette histoire vraiment passionnante. De la création des bases par des géants désormais oubliés tels que AT&T et IBM, à la création des géants que sont Apple et Microsoft, en parallèle d'une évolution de la communauté open source, des amitiés qui se créent et se brisent, des révolutions qui se propagent et des essais qui s'oublient, des moments de flottement où peu de choses se passent jusqu'au réveil, des liens inattendus. L'histoire des systèmes d'exploitation, c'est tout ça en même temps, et même plus encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, voire mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller sur mon site internet lepetitinformaticien.fr où vous pourrez retrouver très rapidement un article lié à ce sujet, ainsi que beaucoup d'autres articles.